La médecine, c'est l'arme la plus puissante que l'humanité a inventée contre la mort. C'est la science de comprendre ce qui nous rend vivants et ce qui peut nous tuer. Mais c'est aussi l'histoire d'un combat contre l'ignorance, contre les croyances, contre nous-mêmes. Quand on pense médecine, on pense aux soignants, aux hôpitaux, aux médicaments, mais ça n'a pas toujours été comme ça. En réalité, avant d'être reconnue comme une science, la médecine s'est heurtée à beaucoup d'obstacles sur son parcours. Aujourd'hui, la médecine sauve des millions de vies chaque jour, mais avant d'être reconnue comme une science, elle était un mystère. Pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut repartir là où tout a commencé. Les origines de la médecine sont connues grâce aux traces laissées par les premiers humains. On a retrouvé des traces de trépanation dans des crânes qui datent du néolithique. La trépanation, en gros, c'est faire un trou dans la boîte crânienne. J'ai un mauvais pressentiment. Mais pourquoi faire ça? Peut-être pour soulager des douleurs ou pour libérer des esprits maléfiques. Difficile à dire ce qu'ils cherchaient vraiment à faire à l'époque. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que certains survivaient. Selon ce papier écrit par le médecin universitaire Claude Kenesy, il semble que l'on puisse fixer entre 45 à 60% le taux moyen de survie suffisamment longue pour donner des signes certains de régénération osseuse. C'est plutôt impressionnant, non? On sait aussi que ces hommes préhistoriques utilisaient des plantes pour se soigner. On a retrouvé des traces comme par exemple dans la grotte des pigeons à Taforalt au Maroc. Mais il faut attendre les premières grandes civilisations pour que la médecine prenne une forme plus structurée. Chaque culture va laisser son empreinte, apporter une pierre à l'édifice, avant que tout bascule pendant la révolution scientifique. Mais ça, on n'y est pas encore. Alors, commençons notre voyage par l'Égypte. La médecine de l'Égypte antique mêle les pratiques magiques, religieuses et empiriques, et ces connaissances étaient résumées en général sur des papyrus, et voici les deux plus connus. Le papyrus d'Ebers et le papyrus d'Edwin Smith. Le papyrus d'Ebers, c'était plus pour la médecine générale, si on peut dire ça comme ça, et dedans, il y avait 877 formules ou traitements médicaux, alors ça va du remède à base de plantes à des prières et des incantations. Et le papyrus d'Edwin Smith, c'était plus pour la chirurgie. Dedans, il y avait 48 cas de blessures comme des fractures ou des luxations avec leur traitement. Et ce papyrus montre des connaissances de l'anatomie comme le cerveau, la moelle épinière et même des notions de pouls. Il a une approche assez rationnelle et pragmatique et les rituels magiques sont presque absents. Ces médecins d'ailleurs qu'on appelait les Sounous étaient déjà organisés dans ce qu'on pourrait appeler les premières spécialités. Dans l'essai sur la médecine égyptienne de Gustave Lefebvre, on trouve ce passage. Chaque médecin soigne une maladie, non plusieurs. Les uns sont médecins pour les yeux, d'autres pour la tête, pour les dents, pour la région abdominale, pour les maladies de localisation incertaine. Et parmi ces praticiens, il y en avait un qui était un peu plus connu que les autres, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Imhotep. Ça va, Imhotep. Imhotep, lui, il était architecte, vizir, c'est une sorte de premier ministre et médecin. Et il est souvent considéré comme l'un des premiers médecins qui a été connu dans l'histoire de la médecine. Imhotep, qui avait été à la fois conseiller politique, architecte, médecin, et que la piété populaire avait, semble-t-il, héroïsé. Et puis plus tard, les Grecs l'ont divinisé en l'associant à leur dieu de la médecine, Asclépios. Les Grecs le divinisèrent de façon définitive, le consacrant fils de Ptah et l'assimilant alors à Asclépios. Mais les Grecs, on va en reparler un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur eux et ils ont vachement influencé notre médecine d'aujourd'hui. Juste avant d'aller plus loin, je voulais vous montrer une stat. Vous êtes plus de 97% à pas être abonné à la chaîne, donc si vous aimez bien le contenu, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour nous ça compte énormément. Donc merci beaucoup et retour à l'épisode. Un peu plus à l'est, en Mésopotamie, la médecine prend aussi une forme plus structurée. Et là-bas, la connaissance médicale était gravée sur des tablettes d'argile en écriture cunéiforme. Ces tablettes étaient entreposées dans des temples, des bibliothèques ou des collections privées. Et dessus, on pouvait lire des choses comme ça. Si ses temps droite et gauche lui font mal, et si ses yeux droits et gauche sont couverts d'une ombre, cet homme a blasphémé son dieu ou le dieu de sa ville. Si son œsophage présente une constriction, il a mangé l'interdit de son dieu. La Mésopotamie avait aussi le code d'Hammurabi, l'un des plus anciens textes de loi comprenant 282 articles basés sur le principe du talion, le fameux œil pour œil, dent pour dent. Et dans ce code, il y avait des lois pour les médecins et les punitions pouvaient être assez sévères comme l'article 218. Si un médecin a traité un homme libre d'une plaie grave, avec le poinçon de bronze, et a fait mourir l'homme, s'il a ouvert la tête de l'homme avec le poinçon de bronze, et a crevé l'œil de l'homme, on coupera ses mains. Bon, les punitions étaient un peu extrêmes.
pas si ça donnait vraiment envie d'être médecin à l'époque. Et justement, ces praticiens, il y en avait 3 sortes. Les assous, les médecins qui soignaient de manière empirique, les assipous, plutôt les guérisseurs qui s'appuyaient sur de la magie et des rituels, et les barous, c'était un peu plus les devins qui prédisaient l'avenir et les causes des maladies. Mais pendant que l'Égypte et la Mésopotamie posaient les premières bases d'une médecine plus structurée, un autre savoir médical tout aussi ancien et fascinant voyait le jour à l'autre bout du monde, la médecine chinoise. La médecine chinoise est probablement la médecine qui présente la continuité historique la plus cohérente au monde, puisque la tradition aura avancé par ajustements successifs dans le respect des anciens. Les premiers termes médicaux écrits apparaissent sous la dynastie des Shang vers 1500 avant notre ère. Dans cette société, les vivants honorent les morts pour avoir bonheur et bienfait. Et la rupture de ce lien causerait la maladie. Le professeur Paul Unschuld l'écrit dans son livre The deified ancestor was himself believed to be the originator of the suffering. Et il se posait aussi la question de savoir si c'était pas le vent ou la neige qui était responsable des maladies. The Shang recognized other causes for illness in addition to ancestors. In some inscriptions, the deceased are asked whether malignant wind or snow produced the affliction. Et en vrai, quand on y pense, c'est pas si bête parce qu'on est plus malade en hiver quand justement il y a du vent et de la neige. Alors eux pensaient que c'était le vent et la neige qui apportaient les maladies, mais c'est quand même un raisonnement pas si bête. Et c'est peut-être le début des explications un peu plus naturelles. Et environ 200 ans avant notre ère est compilé d'après l'UNESCO le texte médical fondamental et le plus représentatif à partir duquel la médecine traditionnelle chinoise a été systématiquement enregistrée, normalisée, développée, reconnue. Ce texte, il s'appelle, alors sans vexer personne, Huangdi Neijing. Bon, vous me dites si ma prononciation n'est pas bonne, hein. S'il y a des franco-chinois, je suis désolé. En français, classique interne de l'empereur jaune. Et très simplement, la médecine traditionnelle chinoise, voilà comment ça marche. Alors, le qi, qui signifie énergie, est essentiel à la vie. Elle permet aux plantes de pousser, aux cellules de se multiplier et soutient toutes les fonctions du corps. Le qi circule dans l'organisme en suivant des chemins bien précis appelés méridiens. Et sur le trajet des méridiens se trouvent des points cutanés appelés points d'acupuncture où on peut directement agir sur la circulation du qi. Et quand on est en bonne santé, le qi circule librement et de manière équilibrée. La maladie, au contraire, c'est une perturbation du flux du qi qui causerait un déséquilibre entre le yin et le yang, le yin étant la terre, l'hiver, la nuit, et le yang plus ciel, été, jour. Donc on prend le pouls pour sonder le qi, et quand on est malade, il y a différentes méthodes pour rétablir l'équilibre du qi, comme par exemple l'acupuncture, la pratique du tai chi, ou des massages thérapeutiques. Et pendant que la médecine chinoise cherchait l'harmonie entre l'homme et l'univers, du côté de la Grèce, un nouveau regard émergeait. Enfin nouveau, mais pas tout de suite, hein, parce qu'au départ, les Grecs considéraient quand même la maladie comme une punition des dieux, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde à l'époque. Hélène King et Véronique Dassen l'écrivent dans leur livre « La médecine dans l'Antiquité grecque et romaine ». Pour les Grecs et les Romains, les dieux pouvaient non seulement infliger, mais aussi soulager les maladies. Alors oui, elles disent les Grecs et les Romains parce que la médecine romaine est souvent considérée comme une continuité de la médecine grecque, et ça, on y va juste après. Du coup, la Grèce voit naître des sanctuaires dédiés au dieu de la médecine, Asclépios. Et il y en avait par exemple à Athènes, mais le temple le plus connu, il est à Épidore. Et dans ces temples, les malades venaient y chercher des soins ou des réponses divines comme des rêves qui étaient interprétés par des prêtres. Les patients venaient y déposer des offrandes dans l'espoir d'être guéris ou en remerciement pour une guérison. Et il y avait un animal qui était associé à Asclépios, c'était le serpent. Et pourquoi le serpent ? Parce que le serpent est mu. Et en perdant sa peau, pour en retrouver une neuve, c'est une bonne analogie à la médecine qui essaye de préserver ou régénérer la santé. Et regardez ça, le bâton d'Asclépios est devenu le symbole médical encore aujourd'hui. Le serpent, l'un des animaux associés à Asclépios, devint bientôt le symbole de l'art médical. Mais c'est là qu'un homme entre en scène, Hippocrate. Hippocrate, lui, rejette l'idée que la maladie pouvait être causée par des dieux ou des esprits et il propose une approche beaucoup plus rationnelle et scientifique de la santé.
Hippocrate est désigné par Sénèque comme le plus grand des médecins et le fondateur de la médecine. Au XVIe siècle, on le proclame père de la médecine. La tradition lui attribue également le Corpus hippocratique. C'est une collection d'une 60aine de livres de médecine. Et oui, je dis tradition parce qu'il ne l'a pas écrit tout seul, mais c'est pas vraiment clair qui a exactement participé à tous ces ouvrages. Certains traités livrent des théories élaborées sur la nature du corps et l'origine des maladies. D'autres donnent des recettes de remèdes ou des conseils pratiques sur la manière de panser une blessure. Et dedans, on y retrouve le célèbre serment d'Hippocrate. Et ce serment, encore prêté par les médecins aujourd'hui, bien qu'il ait considérablement évolué pour refléter les changements dans la pratique médicale. Et dans ce corpus hippocratique, il y a aussi une théorie qui va dominer la médecine occidentale pendant presque 2 millénaires. La théorie des humeurs. Alors dans cette théorie, les humeurs, c'est plus comme des fluides. Et en gros, les 4 éléments de la Terre ont l'équivalent dans notre corps. La santé et la maladie sont liées à l'équilibre de 4 fluides ou humeurs dans notre corps. Le sang, la phlegme, la bile jaune et la bile noire. Et les médecins cherchaient à rétablir cet équilibre, par exemple en faisant des saignées, donc littéralement retirer le sang du corps quand on considérait qu'il y avait un excès de sang. Bon, aujourd'hui ça peut nous paraître un peu brut comme méthode. This is Sparta! Bon, c'était le début de la médecine et ils n'avaient pas toujours raison, mais cette théorie va perdurer jusqu'au XVIIe siècle où elle va progressivement être remise en question avec la révolution scientifique. Ok, il est temps qu'on parle de la médecine romaine. La médecine romaine a été fortement influencée par la médecine grecque, notamment grâce à l'arrivée des médecins grecs à Rome. L'armée romaine, avec ses vastes campagnes militaires, était un véritable laboratoire pour la médecine pratique. Les blessures de guerre exigeaient des soins rapides et efficaces, ce qui a poussé les Romains à développer des systèmes médicaux avancés. Des hôpitaux militaires voient le jour, les valetudinaria, avec des salles séparées pour les blessés et des zones de quarantaine pour les malades infectieux. Et les Romains comprenaient l'importance de l'eau potable et de l'évacuation des déchets pour prévenir les maladies. Ils construisaient des aqueducs, des thermes publics et des systèmes d'égouts pour améliorer l'hygiène collective. Et parmi les médecins romains, il y en avait un qui se distingue, Claude Galien. Galien était un médecin d'origine grecque qui a passé la majeure partie de sa vie à Rome et il se fait connaître comme médecin des gladiateurs. Il gagne en réputation jusqu'à devenir le médecin de l'empereur Marc Aurèle. Il se considérait comme un fidèle continuateur des principes hippocratiques. Galien, lui aussi, va avoir une grosse influence sur la médecine des prochains siècles. Il apporte beaucoup de choses, il approfondit les travaux d'Hippocrate, insiste sur l'importance de l'observation des signes cliniques pour établir un diagnostic, il développe aussi la pharmacopée. Mais il va aussi commettre quelques erreurs, il fait beaucoup de dissections sur les animaux et sur certains points, il va se forger une mauvaise conception du corps humain. Par exemple, il pensait que le sang passait dans le cœur entre le ventricule droit et le ventricule gauche par des pores invisibles. D'autres erreurs, comme les pores invisibles que Galien situe dans la paroi séparant les 2 moitiés du cœur, s'expliquent par sa conception du corps et ne correspondent à aucune réalité. Plusieurs siècles s'écoulèrent avant que ces méprises ne soient corrigées. Il a écrit plus de 350 traités qui, pour certains, ont vraiment dominé la médecine. Certaines parties de son œuvre ont dominé la pensée médicale jusqu'au XVIIe siècle. Mais pourquoi aussi longtemps ? Le truc, c'est que les travaux de Galien s'intégraient bien dans la vision de l'Église médiévale, du coup ces travaux sont restés incontestés pendant des siècles. La foi médiévale, en la révélation divine au travers de la création, s'accordait parfaitement avec les idées de Galien. L'autorité de Galien allait rester indiscutée. Et justement, la médecine médiévale, parlons-en. Et puis arrive la période du Moyen-Âge. Pendant ces années-là, on va avancer dans le temps, mais pas forcément dans la connaissance. En fait, l'Europe médiévale connaît une stagnation de la connaissance médicale. Après la chute de l'Empire romain, l'Église chrétienne devient l'autorité dominante et pendant le Moyen-Âge, la médecine était essentiellement réalisée par le clergé. La curiosité scientifique et l'innovation sont freinées. L'Église prend même des décisions qui nous paraîtraient complètement folles aujourd'hui. C'était aux barbiers de faire la chirurgie et non plus aux médecins. Oui, vous avez bien entendu, aux barbiers.
En fait, saint Benoît de Nursie voulait réorienter l'action des moines vers le soin de l'âme. Et l'Église, qui voyait l'action chirurgicale comme une pratique impure, a pris position en interdisant aux moines de pratiquer la chirurgie. Elle a relayé la chirurgie à un rang inférieur. Et qui est-ce qui était habitué à manier des instruments petits et tranchants? Eh bien, les barbiers. Du coup, c'est eux qui se sont retrouvés à faire les quelques opérations connues à l'époque sur la demande du médecin. Et cette situation a pendant un temps séparé la médecine de la chirurgie, et il a fallu plusieurs siècles avant que les chirurgiens puissent à nouveau être considérés comme des médecins qui opèrent. Pour sortir de cette période de stagnation, il a fallu attendre une combinaison de plusieurs facteurs. Déjà, l'invention de l'imprimerie qui a révolutionné la transmission des connaissances et surtout qui a diminué les erreurs de transmission. Et puis, l'apparition des premières facs et écoles de médecine, comme celle de Salerne en Italie ou de Montpellier, qui, au passage, est la plus vieille fac encore en activité depuis 1220. Et aussi, le dernier facteur, c'est la traduction du savoir islamique. Parce que oui, en attendant, la médecine islamique n'a pas stagné, au contraire, elle a progressé. Des médecins comme Avicenne et Rhazès étendent et améliorent les idées d'Hippocrate et de Galien. C'est à travers ces traductions que l'Europe réaccède aux textes antiques, mais dans une version enrichie et clarifiée. Et les combinaisons de tous ces facteurs vont nous amener à la Renaissance et à la Révolution scientifique. C'est à ce moment-là que la médecine passe d'un savoir basé sur l'autorité à une approche plus expérimentale et fondée sur des preuves. C'est enfin le temps de remettre en question les dogmes établis par l'Église et lever l'interdiction de disséquer. En 1543, André Vézal révolutionne l'anatomie avec son ouvrage De Humani Corporis Fabrica et il corrige au passage de nombreuses erreurs de Galien. Ambroise Paré développe les prothèses et il innove aussi en chirurgie, il met au point la ligature des artères dans les amputations. Paracels rejette la théorie des humeurs qu'il considère obsolète et inefficace. Selon lui, chaque maladie est due à un agent ou une cause particulière que seul un remède spécifique peut traiter. William Harvey découvre et démontre la circulation sanguine générale. Dans son ouvrage De Motu Cordis, il prouve que le cœur fonctionne comme une pompe et corrige au passage des erreurs de Galien. Le perfectionnement du microscope par Anthony van Leeuwenhoek, bon, j'espère que cette fois-ci je l'ai bien prononcé, a pavé le chemin des travaux de Koch et de Pasteur en bactériologie et microbiologie. En 1846, l'introduction de l'anesthésie par l'éther révolutionne la chirurgie en permettant des opérations longues et complexes sans douleur. En 1928, Alexander Fleming découvre la pénicilline, ce qui marque le début de l'ère des antibiotiques. Et puis, à partir des années 1900, il va y avoir une explosion des connaissances médicales et en fait, les gros progrès en physique fondamentale et en ingénierie vont paver le chemin pour une progression exponentielle de la médecine. On voit rapidement arriver des technologies comme l'IRM, le scanner, l'échographie et j'en passe, et ces outils offrent une compréhension encore plus poussée du corps humain. Bref, il y a un dicton populaire qui dit qu'il y a eu plus de progrès scientifiques et technologiques ces 50 dernières années que dans toute l'histoire de l'humanité. Finalement, la médecine, c'est l'histoire d'une quête pour comprendre ce corps humain qui, pendant des millénaires, nous a paru mystérieux, aussi mystérieux que l'univers lui-même. Chaque époque a ajouté sa pierre à l'édifice, parfois avec des erreurs, parfois avec des révolutions qui ont tout changé. Quand la connaissance grandit, le mysticisme s'efface, mais cette quête, elle n'est pas terminée. Aujourd'hui, avec la génétique et l'intelligence artificielle, on est à l'aube de découvertes qui pourraient redéfinir notre rapport à la santé, voire à la vie elle-même. Mais cette quête soulève aussi des questions. Jusqu'où peut-on aller et à quel prix? Ce qui est sûr, c'est que la médecine n'est pas seulement une science. C'est un miroir de notre humanité. C'est une discipline qui rappelle à la fois notre fragilité et notre immense capacité à repousser les limites. Et vous, jusqu'où pensez-vous que la médecine ira?